au ministère de la Santé, au Programme national de lutte anti-tuberculose, donc de consacrer une session dédiée à la tuberculose, spécifique à la tuberculose. J'aurai le plaisir donc de présenter donc les directives nationales en matière de traitement préventif de la tuberculose. Donc, après une brève introduction, je vais donc rappeler le contexte national et mondial en matière de l'infection tuberculeuse et sa prise en charge. Puis un petit rappel donc, sur les directives nationales en matière de dépistage de l'infection tuberculose. Et enfin, donc, les modalités de traitement, donc, de ce traitement préventif de la tuberculose. Donc, on sait tous que la prévention de l'évolution de l'infection tuberculose, donc, en passage à la tuberculose maladie est important, donc, objectif de santé publique. Cela donc, permet de réduire donc, de manière sensiblement donc, la transmission de cette infection. Et donc, la prise en charge de cette infection tuberculose par deux aspects donc, principaux. Donc c'est d'abord le dépistage de l'infection tuberculose et puis donc, le traitement de l'infection, donc appelé aussi traitement préventif de la tuberculose. Donc, je voulais donc rappeler donc, la définition de l'infection tuberculeuse qui est définie par OMS comme suit. Donc, c'est comme un état de réponse immunitaire persistant à la stimulation par les antigènes du Mycobacterium tuberculosis sans signe clinique d'une tuberculose. Donc, et la plupart des personnes qui sont infectées donc, ne présentent pas de signes, mais qui présentent quand même un risque d'évolution en fonction d'un certain facteur de risque, notamment en fonction de l'âge, en fonction du profil immunologique du patient. Donc, il y a le risque plus ou moins important pour passer à la maladie. Donc, et aussi donc, par rapport à la terminologie utilisée actuellement, donc l'OMS préconise plutôt l'utilisation de l'infection tuberculose plutôt que l'infection tuberculose latente. Alors, par rapport à la problématique de l'infection à l'échelon mondial, donc, il y a une modélisation mathématique par rapport aux estimations. En 2016, donc, on estimait près de, donc à partir de 7 milliards de population au niveau de la population mondiale, à peu près un quart de la population donc, est infectée par le Mycobacterium tuberculosis. Et parmi donc, ces 1,7 milliard, donc, il y a près donc, de 10 millions donc, de cas de nouvelles infections de tuberculose chaque année, donc des personnes qui vont présenter finalement, à partir de ces réservoirs, une tuberculose maladie. Donc à partir de là, donc, on a pu donc, finalement intervenir, donc agir sur ces 10 millions donc, ont été détectés de manière précoce et de le mettre sous traitement. Donc il y a toujours le réservoir donc, qui va finalement être responsable donc, de l'avènement de 10 millions donc, l'année suivante, donc, sur lequel il faut agir de manière nécessaire. Donc, à partir de là, ce risque finalement d'évolution de l'infection à la tuberculose maladie est majoré par un ensemble d'éléments intrinsèques. Donc, le plus important, c'est d'abord l'âge au moment de l'infection tuberculose. Alors, chez l'adulte, on a admis donc que ce risque il est de 10%. Si on est infecté, il a un risque de 10% de passer à la tuberculose maladie pendant toute la vie, avec 5% pendant la première année suivant l'infection, puis 2,5% suivant donc la deuxième année, et enfin 2,5% pour le reste de la vie. Sinon, chez l'enfant, donc, le risque est augmenté donc, inversement par rapport à l'âge. Si l'infection se produit pendant la première année de vie, ce risque il est de 30 à 40% pendant la première année de vie. Donc, si l'infection se fait de 2 ans de 1 année à 2 ans, le risque diminue finalement de 10 à 20%, ainsi de suite pour arriver à 5%. Il y a aussi donc, le profil immunologique des patients qui sont infectés. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui font augmenter ce risque relatif. Donc, à savoir, par exemple, l'infection VIH donc, va multiplier ce risque de 16 à 21 fois. Il y a le contact étroit prolongé qui peut multiplier le risque à 15 par 15. Il y a aussi le candidat à transplantation d'organes. Le risque peut aller jusqu'à 74. Il y a insuffisance rénale terminale. On peut aller jusqu'à 52. Et donc, à partir de là, donc, dans la perspective de l'élimination de la tuberculose à l'horizon de 2050, donc, cela donc, existe des interventions de manière synergique qui vont permettre finalement qui inclut finalement le traitement préventif comme élément de réponse majeur. Donc, il y a une certaine modélisation donc, par rapport, si on associe par exemple la vaccination, en tout cas, qui permet donc, un nouveau vaccin qui va permettre finalement
passer, donc d'être infecté par le bacille tuberculeux, associé à un traitement de tuberculose active ou de tuberculose maladie. Finalement, les deux agissent en coupant la transmission, mais leur impact, donc, ils sont peu impactants, ils ne vont pas finalement permettre l'élimination. On ne va pas dépasser finalement, arriver au seuil de 1 cas pour 1 million d'habitants. Dans la deuxième situation de figure, c'est on associe le traitement préventif, cette fois-ci, chez les groupes à risque de tuberculose, en plus d'un traitement de la tuberculose maladie. Là, il y aura un impact plus important en dépassant finalement le seuil donc, de 1 cas pour 100 000 habitants. C'est la partie en vert dans le graphique. Et dans la troisième situation, c'est on associe le traitement préventif. Cette fois-ci aussi à une vaccination de nouvelle génération qui permet de prévenir l'infection tuberculose. Là aussi, il y a un impact important. On pourra finalement éliminer la tuberculose. Donc, à partir de tous ces éléments, finalement, l'OMS finalement a révisé ses priorités donc, dans le cadre de la stratégie mondiale de mettre fin à la tuberculose. Et en 2015, donc, finalement, il a adopté de nouvelles approches pour réduire finalement ce réservoir et agir sur ce réservoir de l'infection tuberculose, avec un dépistage à la fois de l'infection tuberculose et le traitement chez les groupes à haut risque. Donc cela pourra contribuer finalement à cet objectif d'élimination à l'horizon de 2050. Avec l'élaboration d'un certain nombre de directives de l'OMS aux différents pays, donc avec entre 2015 et 2014, il y a une multitude de lignes directrices, donc avec de plus en plus de tests de dépistage qui sont approuvés pour le dépistage de l'infection, de plus en plus de nouveaux régimes de plus courte durée pour améliorer l'observance avec des résultats plus importants. Donc à partir de là, au niveau national, donc au niveau du ministère de la Santé, donc on a adopté certaines de ces recommandations de l'OMS, donc en fonction le profil épidémiologique au niveau national, en profitant des ressources financières donc, pour la mise en place des différents directives. Et donc, on a pu intégrer cette composante agir sur l'infection tuberculeuse et le traitement préventif de la tuberculose dans les PSN respectifs, donc que ce soit à partir de la période de 2007 jusqu'à le PSN actuel qui couvre la période 2024 à 2030. Donc, avec un objectif stratégique spécifique qui est assurer le traitement de la tuberculose chez au moins 90% des personnes éligibles à ce traitement à l'horizon de 2030. Donc, il y a eu l'élaboration d'un certain nombre de directives nationales, que ce soit à travers des circulaires ministériels, soit à travers des guidelines pendant cette période. Donc, on a nécessité finalement de mettre à jour au fur et à mesure les directives nationales, au fur et à mesure que de nouvelles recommandations de nouvelles recommandations sont recommandées par l'OMS. Il y a aussi une série de formations des médecins sur la prise en charge de l'infection tuberculose et le traitement préventif, que ce soit auprès des médecins pneumophthysiologues, donc que ce soit au niveau des médecins pédiatres, que ce soit au niveau des médecins infectiologues, des médecins internistes, au niveau des centres référents, donc des structures publiques. Qu'en est-il donc par rapport les recommandations, donc les directives nationales en matière de dépistage de l'infection tuberculeuse? Alors, d'abord, le dépistage, les groupes qui sont ciblés par ce dépistage, c'est d'abord les cas contacts d'étroits domestiques qui sont âgés de plus de 5 ans, d'un cas index atteint d'une forme de tuberculose contagieuse, à savoir une tuberculose respiratoire confirmée bactériologiquement. Il y a aussi la deuxième catégorie, c'est les personnes en insuffisance terminale traitées par hémodialyse. Il y a les personnes commençant un traitement de biothérapie. Donc, on a commencé d'abord par rapport les patients sont anti-TNF alpha, puis on a élargi à d'autres nouvelles molécules de biothérapie, qu'on va voir par la suite. Il y a aussi les patients se préparant une greffe ou une transplantation d'organes. Et enfin, les personnes atteintes de silicose. Donc, c'est toutes ces catégories qui doivent être dépistées de manière systématique. Les moyens de dépistage, il y a tout d'abord une multitude de tests qui sont approuvés actuellement par l'OMS, sinon on a 3 catégories. Il y a tout d'abord les tests cutanés à la tuberculose, donc les tests classiques. Donc, il y a aussi les tests qui sont dans les années 2000, les tests sanguins de détection de l'interféron gamma, donc les tests IGRA. Et enfin, les nouveaux tests, c'est les tests cutanés antigéniques spécifiques qui utilisent finalement 2 antigènes du Mycobacterium tuberculosis spécifique. Donc,
Par rapport aux sensibilités, les tests cutanés avec les nouveaux tests cutanés antispécifiques sont une sensibilité similaire. Les IgA, ils sont plus sensibles. Par rapport à la spécificité, donc les tests cutanés à la tuberculose, ils ont un problème lié à, ils peuvent engendrer finalement des faux positifs liés à la vaccination par le BCG, d'autant plus que c'est la vaccination est précoce, donc il date de moins de 10 ans. Il y a aussi donc le risque d'interférence, en tout cas de l'influence des mycobactères atypiques sur les résultats de ces tests, notamment pour les tests cutanés à la tuberculose. Il y a moins d'influence de ces mycobactéries sur les deux catégories de tests, les IgA et les tests cutanés antigéniques spécifiques. Et finalement, pour les trois catégories, ils ne permettent pas de distinguer l'infection de la tuberculose maladie, ils ne permettent pas de la distinction entre l'infection récente et une infection de longue durée, ils ne permettent pas de prédire le risque, finalement, s'il est positif, le risque d'évoluer en tuberculose maladie. Et par rapport aux tests cutanés, en tout cas le seuil d'invective préconisé au niveau du programme, pour retenir que le test est positif, c'est un seuil de 10 mm pour la population générale. Et pour certaines catégories où il y a le risque, donc où le profil immunologique est donc important, donc on abaisse finalement ce seuil à seulement 4 mm. Par rapport aux directives nationales en matière de traitement préventif de la tuberculose, là aussi, il y a un certain nombre de groupes qui sont ciblés pour le traitement d'abord de la tuberculose pharmacosensible. Donc il y a le traitement de la tuberculose pharmaco-résistante et le traitement préventif de la tuberculose pharmacosensible. Donc par rapport à la première catégorie traitement préventif de la tuberculose pharmacosensible, donc il y a les contacts étroits domestiques, d'accord, des personnes atteintes d'une tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement. La deuxième catégorie, chez les personnes vivant avec le VIH, âgées de moins de plus de 12 ans. Il y a aussi les candidats aux biothérapies, en passant des anti-TNF-alpha aux inhibiteurs de Janus kinase, aux anti-interleukine 6, anti-interleukine 17, et j'en passe. Et les patients aussi en insuffisance rénale terminale traités par hémodialyse, et les patients candidats à une transplantation d'organes et qui sont donc mis sous traitement immunosuppresseur. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les patients atteints de silicose. Alors, par rapport à l'indication de ce traitement pour cette première catégorie, le traitement est indiqué d'emblée donc chez les sujets contacts âgés de moins de 5 ans et chez les PVVH sans passer par un test immunologique positif. On n'est pas obligé de confirmer l'infection par un test immunologique pour démarrer le traitement. Il faut juste éliminer la maladie d'abord. Sinon, pour les autres catégories, le traitement soit indiqué devant la présence d'au moins un des critères suivants, soit un test immunologique positif, que ce soit IgA ou la test cutanée, soit une tuberculose maladie dont le traitement est incomplet, irrégulier ou non stérilisant, donc ne comportant pas la rifampicine et l'isoniazide, soit on est devant des séquelles cliniques ou la radiologique de la tuberculose chez un patient jamais traité. Et enfin, soit on est devant un contact récent étroit avec un cas de tuberculose respiratoire confirmé bactérienne. Donc devant ces différentes situations, il va falloir si le patient présente un de ces critères, on pourra démarrer le traitement une fois qu'on a éliminé la tuberculose maladie chez lui. Sinon, par rapport à la deuxième catégorie de traitement préventif de la tuberculose pharmaco-résistante cette fois-ci, le traitement sera indiqué chez les contacts étroits domestiques et les patients atteints de tuberculose confirmée bactériologiquement, qu'elle soit cette forme de résistance, soit une résistance à la rifampicine C, soit une multirésistance, soit une monorésistance à l'isoniazide, et le traitement sera indiqué d'emblée sans confirmation par le test immunologique chez les catégories, donc les contacts de moins de 5 ans et les PVVH. Il faut tout d'abord donc éliminer bien sûr la maladie comme préalable pour démarrer le traitement, et cette élimination passe par un dépistage, à la fois un dépistage clinique et radiologique. Et par rapport au dépistage clinique, donc ça varie en fonction finalement du statut VIH et de la tranche d'âge. Chez les enfants, VIH négatif, c'est plutôt à la recherche de taux, fièvre et prise de poids ou perte de poids. Et chez les adolescents adultes VIH négatifs, c'est la recherche de taux, expectoration, hémoptysie et fièvre, sueur nocturne ou perte de poids. Et la notion de persistance, notamment de la taux, c'est un élément en faveur de la maladie. Sinon, par rapport aux personnes vivant avec le VIH, donc les VIH positifs, c'est plutôt un dépistage basé sur les 4 symptômes, donc à savoir chez l'enfant, la recherche de prise de poids insuffisante, fièvre, taux actuel ou antécédent de contact donc avec un cas de tuberculose. Sinon, par rapport aux adolescents et les adultes, on va plutôt rechercher taux actuel, fièvre, perte de poids et sueur nocturne.
En tout cas, comme préalable aussi, il faut entreprendre une évaluation de référence, notamment à travers les antécédents personnels, à la recherche d'allergies ou d'hypersensibilité, la notion de grossesse ou de moyens contraceptifs utilisés, la recherche de comorbidités qui sont existantes, la recherche de notions médicamenteuses qui peuvent interférer finalement avec les médicaments liés au traitement préventif, et la présence de contre-indications à l'un des médicaments qu'on souhaite utiliser pour le traitement préventif. Sinon, on préconise aussi de demander un bilan hépatique lorsqu'il y a un risque d'hépatotoxicité dans ces situations suivantes, notamment chez les sujets âgés de plus de 65 ans, les personnes avec un éthylisme, les personnes avec antécédents hépatiques en cas de grossesse, de cas d'infection type VIH et de traitement potentiellement hépatotoxique. Sinon, par rapport aux dosages recommandés, ils varient en fonction finalement de l'âge et de la molécule utilisée. Donc, c'est juste par rapport à la nouvelle molécule de la rifampicine, il est juste utilisé actuellement à partir de 15 ans. Donc, il ne peut pas préconiser par rapport aux enfants, les personnes âgées de moins de 15 ans. Sinon, pour les autres, il y a des posologies adaptés en fonction de l'âge. Sinon, par rapport aux effets indésirables et les principales contre-indications, je veux juste rappeler, par rapport à la rifampicine, qu'il y a certaines manifestations indésirables connues, d'autres plus rares par rapport à la rifampicine, notamment les douleurs abdominales, nausées, donc les signes digestifs. On peut avoir des réactions d'hypersensibilité à type de syndrome type grippal, des hépatites. Et de manière plus rare, on peut avoir des hypotensions, des syncopes, ou la baisse de taux de globules blancs, ou la d'hyperbilirubinémie. Sinon, par rapport aux contre-indications, c'est principalement par rapport à la rifampicine, c'est l'insuffisance hépatique sévère, hypersensibilité ou l'antécédent de troubles hématologiques sévères, notamment la thrombocytopénie ou la leucopénie due au rifampicine. Par rapport aux régimes qui sont préconisés, donc ça dépend de l'âge, du statut du VIH, de la présence des formulations adaptées, on va retrouver finalement chez les personnes avec un statut VIH négatif et qui sont âgées de moins de 15 ans, on va utiliser plutôt 3 mois de RH de manière quotidienne. Sinon, par rapport aux adolescents qui dépassent les 15 ans, on va utiliser 3 mois aussi de RH, mais de pH, c'est-à-dire rifampicine isoniazide, mais cette fois, c'est une prise hebdomadaire et non pas quotidienne. Enfin, chez les femmes enceintes ou allaitantes, on va utiliser cette fois-ci aussi l'association de 3 mois de rifampicine isoniazide avec prise quotidienne. Lorsqu'on est devant des VIH positifs, on va préconiser plutôt un traitement à base d'isoniazide pendant 6 mois. Donc, il n'y a plus le régime à base de 9 mois, que ce soit enfant ou adulte, c'est toujours 6 mois pour les deux catégories d'âge. Sinon, la deuxième situation par rapport au traitement préventif de tuberculose pharmacorésistante, là, on va préconiser plutôt, en cas de monorésistance, c'est 4 mois de RH. En cas de résistance de la rifampicine, c'est plutôt 6 mois d'isoniazide. Enfin, en cas de multirésistance, c'est 6 mois de lévofloxacine. En tout cas, la réduction de risque par rapport aux différents régimes, en tout cas, varie en fonction des régimes, de 60 jusqu'à 90% en fonction des régimes et en fonction de la population ciblée. C'est les VIH positifs, c'est les enfants adultes, donc ainsi de suite. Sinon, il y a des règles générales respectées donc, par rapport aux différents régimes. C'est par rapport aux isoniazides ou la RH ou la rifampicine, c'est quotidien. La prise est quotidienne 7 jours sur 7 avec une prise unique le matin. Donc, soit 1 heure avant le repas, soit 4 heures après le repas. Sinon, par rapport à la rifampicine isoniazide, 3 mois, c'est une prise juste hebdomadaire, 1 fois par semaine. Et la prise aussi, donc, prise 1 heure après le repas ou 4 heures après le repas. Sinon, par rapport à l'évofloxacine, c'est une prise quotidienne, mais indifféremment des repas parce qu'il n'y a pas d'interaction avec ce sujet. Il y a aussi des tableaux donc, spécifiques aux doses à utiliser en fonction des régimes et des formulations pédiatriques ou adultes. La notion d'ajouter un vitamine B6 lorsqu'on utilise un traitement préventif à base d'isoniazide est essentielle lorsqu'on est devant un diabétique, en cas d'insuffisance rénale, en cas de malnutrition, en cas de toxicomanie, en cas de consommation régulière de boissons alcoolisées ou de troubles convulsifs, en cas d'infection par le VIH et enfin en cas de grossesse ou d'allaitement. Donc, on va utiliser plutôt, donc on va donner, en général, la seule formulation qui existe au Maroc, c'est des comprimés de 50 mg. On va les donner le soir à distance de la prise des antituberculeux. Donc, c'est 8 heures, différé de manière de 8 heures. Sinon, par rapport il y a certains particularistes par rapport aux personnes vivant avec le VIH, notamment donc, le fait de mettre le patient sous traitement ARV et d'ajouter un traitement
préventive va finalement réduire le risque de 60 à 90% de faire une tuberculose. Donc, il y a juste le traitement recommandé pour tous les VIH, indépendamment finalement de statut immunitaire, indépendamment de taux de CT4 et indépendamment si le patient est déjà mis sous traitement ARV ou non. Il y a aussi donc le traitement est indiqué chez le PVH ayant achevé avec succès un traitement curatif. Donc, si on achève un traitement curatif de tuberculose, actuellement, on ne préconise plus de poursuivre avec un traitement préventif. On va juste donner le traitement ARV dans cette situation. Et il faut essayer de différer. Donc, en cas si le patient est là, il faut traitement ARV. On va démarrer le traitement ARV en premier. On va attendre 1 à 3 mois pour démarrer le traitement préventif et non pas en même temps. Sinon, par rapport aux éléments de surveillance, le rythme de surveillance, donc ça dépend finalement en fonction des régimes. Pour les régimes de 6 mois, donc on va plutôt un rythme d'abord au premier mois, deuxième mois, quatrième mois, finalement sixième mois. Pour les régimes les plus courts, les régimes les plus courts de 3 mois, on va plutôt une surveillance mensuelle. Donc, sinon, par rapport à une fois qu'on a démarré le traitement, donc la finalité de ce traitement, c'est de l'achever. Donc, pour avoir la diminution de risque d'évolution de la tuberculose maladie. Et l'OMS, finalement, vient de définir, de renouveler la définition par rapport à l'achèvement de traitement. Donc, il s'agit, on considère que le traitement préventif est achevé lorsqu'au moins 80% des doses qui sont prises au cours de la durée habituelle et que le reste est pris dans un délai prolongé équivalent d'un tiers de la durée. Donc, je m'explique. Par exemple, si on prend un régime de 6 mois, donc il faut au moins prendre 80% des doses pendant les 6 mois, et finalement, les 20% restantes, au moins, on ne va pas dépasser finalement les 8 mois. On va ajouter un tiers de la durée, c'est 8 mois. Il y a d'autres catégories finalement des issues de traitement moins favorables, notamment l'échec ou la décès, qu'il va falloir préconiser. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, juste pour une minute, par rapport, finalement, il y a un notice par rapport, une fois qu'on met le patient sous traitement préventif, le risque de l'apparition de résistance. Il y a plusieurs études qui ont confirmé qu'il n'y a pas que le risque que ce soit les traitements liés à l'isoniazide ou au rifamycine, il n'y a pas d'augmentation de risque de développer une tuberculose suite à un traitement, à condition, bien sûr, d'éliminer une tuberculose maladie de manière correcte, de manière préalable. Et aussi, par rapport, est-ce qu'il faut-il répéter finalement un traitement préventif une fois qu'on a éliminé, qu'on a donné un traitement initial, par exemple, c'est les PVVH. Pour l'instant, il n'y a pas de données probantes en études qui recommandent aussi, l'OMS ne recommande pas de répéter les traitements préventifs. Par exemple, si on a dépassé 5 ans ou 6 ans après le premier traitement préventif, il ne faut pas le répéter. Et par rapport au volet, donc, c'est juste les personnes vivant avec le VIH qui sont prises en charge au niveau des centres référents. Pour toutes les autres catégories, ils sont pris en charge au niveau des CTTMR. Donc, c'est les différents spécialistes qui vont référer les patients au niveau des CTTMR pour démarrer les traitements préventifs. Donc, ça se voit pour les sujets contacts, les hémodialysés et les autres catégories. Et enfin, donc, c'est plutôt donc, le ministère a adopté finalement de nouveaux régimes, donc à l'instar des recommandations de l'OMS, et pour améliorer l'observance de l'achèvement de traitement, pour une meilleure finalement réduction des risques de la tuberculose maladie. Mais donc on sait qu'il y a des problématiques par rapport à la mise donc, de cette intervention. Donc notamment pour les PVVH par exemple, on devait arriver finalement en 2024 à un taux de 50% de couverture par rapport à les nouvelles inclusions PVVH, de les mettre sous traitement préventif, on est arrivé juste à 23%. Il va falloir multiplier les efforts, que ce soit pour les PVVH et pour les autres catégories, notamment les sujets contacts, surtout âgés de moins de 5 ans. Merci. Donc, pour finir, donc, il y a des difficultés finalement à identifier d'autres catégories, hormis donc, en dehors des PVVH et les sujets contacts. Donc, il va falloir travailler avec les sociétés médicales concernées, notamment par rapport les hémodialysés, par rapport aux patients qui suivent les biothérapies avec les rhumatologues, avec les gastroentérologues, pour pouvoir identifier les cibles qu'on va falloir mettre le patient sous ces régimes. Donc, je vous remercie pour votre attention.